Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle et aux ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de discuter la question de savoir si l'IA est une stratégie, est une opportunité stratégique pour les DRH. Donc, je me présente, je m'appelle Grégoire Colombet, je suis cofondateur du cabinet de conseil spécialisé en IA Pandore Associates. Et avant cela, j'ai eu une expérience de 7 ans chez IBM, que ce soit chez IBM Consulting ou chez IBM Technologies, avec pour prisme particulier l'adoption de la nouvelle technologie et de l'intelligence a fortiori dans les processus métiers des entreprises. Et aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'être avec Florian Cordel, que je vais laisser se présenter. Merci Grégoire et bonjour à tous. Déjà, je suis ravi d'être avec vous et d'avoir cette discussion avec toi, Grégoire. Je sais qu'on n'a pas toujours les mêmes opinions qui convergent sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais c'est ça qui fait aussi des discussions intéressantes. Moi, je suis le directeur des produits et des solutions talent chez Cegid. Donc, certains d'entre vous, je pense, connaissent Cegid et les solutions HCM à travers des produits comme Talentsoft, comme Witifit, comme Digital Recruiter. Donc désormais, ces produits-là ont été unifiés au sein d'une suite unique qui s'appelle Cegid HR, qui est la suite HCM de Cegid. Et par ailleurs, voilà, je suis un passionné d'intelligence artificielle depuis plusieurs années maintenant, et j'ai la chance chez Cegid d'assouvir cette passion en introduisant l'intelligence artificielle dans nos produits. Et d'ailleurs, je disais, Grégoire, qu'on n'était pas toujours d'accord sur les sujets d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je crois que le premier débat qu'on a eu, c'était sur le titre de la conférence, puisque moi, je disais, l'IA, cette opportunité stratégique pour les DRH, point, sous le format affirmatif. Et toi, tu disais, ah non, moi, je veux faire avec le point d'interrogation. Donc, peut-être déjà là-dessus, point d'interrogation ou phrase affirmative pour toi? Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même presque 45 minutes pour en parler. Et pour rappel, il y aura même un replay si jamais on veut refaire le match après la séance. En fait, quelque part, on aurait même pu se poser une autre question de savoir si en fait l'IA ne présente pas plusieurs opportunités stratégiques pour les DRH et pour les ressources humaines en général, que ça soit l'usage de l'IA au sein de ces processus clés, ou bien comment est-ce que finalement les ressources humaines peuvent aider les métiers dans la question un peu transcendante de l'IA aujourd'hui, qui est la question de l'adoption. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? C'est surtout que il y a 2 ans après la sortie de ChatGPT, on a quand même l'impression qu'il y a eu un enthousiasme un peu débordant au début, que globalement tout allait changer très vite et de manière très significative. Et aujourd'hui, quand on fait un peu la relevée des compteurs, c'est un peu plus mitigé, en tout cas comme sentiment. Il y a effectivement des prouesses qui ont été réalisées comme jamais dans l'usage de l'intelligence artificielle. Et pourtant, quand on arrive ensuite à des usages un peu plus transformants, un peu plus profonds, à des transformations un peu plus profondes également, euh, on s'interroge un peu plus. Puis on voit aussi qu'en fonction de où est-ce qu'on est situé dans l'organisation et quel côté de la barrière est-ce qu'on est en termes de management ou de contributeurs individuels, ces effets de l'intelligence artificielle sont un peu plus, je dirais, hétérogènes. Et c'est ce qu'on va commencer à aborder ensemble. On va voir un peu quelles sont justement les réalités opérationnelles de l'IA dans les RH, quels impacts est-ce que ça peut avoir en termes de métier et de compétences, et comment est-ce que ça ouvre la porte à un repositionnement stratégique des ressources humaines au sein de l'organisation. En fait, le chiffre, si tu veux, un peu frappant, c'est que dans le dernier article de The Economist de la semaine dernière, où on se pose un peu la question de savoir si l'IA est un peu du lard ou du cochon, il y a finalement que 5% des entreprises américaines qui déclarent aujourd'hui utiliser de l'IA dans leurs produits et dans leurs services. Alors c'est un peu l'arbre aussi qui peut cacher la forêt, parce que ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être un peu plus risqué d'introduire de l'IA directement dans les produits, dans des services, mais c'est pas pour autant que les employés l'utilisent pas finalement au quotidien de manière un peu plus officieuse. Alors moi j'ai une vision très très techno solutionniste un peu de ces sujets d'IA appliqués au RH. Est-ce que toi tu as peut-être une vision un peu plus appliquée justement à ce domaine métier particulier? Moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant, alors j'avais quelques slides sur le sujet, je reviendrai peut-être aux tiennes par la suite. Je pense que le sujet d'intelligence artificielle, en tout cas moi comme je le vois depuis quelques années, c'est un peu un pendule dans la fonction RH et même au sein des organisations, puisque parler d'intelligence artificielle, c'est pas nouveau en fait finalement. Aujourd'hui, on a eu
l'intelligence artificielle générative qui a remis l'IA sur le devant de la scène, mais c'est un sujet dont on parle dans les organisations depuis les années 70. On avait les systèmes experts, ça, moi le premier, on n'a pas tous connu ça. Par contre, on se souvient tous à peu près, je pense, de l'ère Big Data qu'on a vécu il y a 10-15 ans. Si tu étais chez IBM à l'époque, on en parlait beaucoup, puisque ça a mis sur le devant de la scène ces technologies-là. Alors à l'époque, moi je trouvais quand même qu'avec Big Data, c'était un peu la promesse de tiens, voilà une boule de cristal, tu vas répondre à des questions que tu t'es jamais posées. Au final, l'effet a fait un peu pchit. Ce que je trouve différent aujourd'hui par rapport à ces ères précédentes, à ces mouvements de balancier avec l'IA, c'est que la fonction RH s'en est saisie beaucoup plus, et s'en est saisie pas que pour elle-même, elle s'en est saisie comme un élément transformatif pour l'entreprise et la workforce dans son ensemble. Souvent, quand on parle de ces technologies, on a ce point commun d'être technophile. Je ne vais pas vous refaire le quiz, hein, mais on connaît bien des analystes comme Gartner qui vont nous parler de cette courbe de hype cycle. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, éventuellement, cette courbe, elle est assez facile à comprendre. Hein. C'est que dès qu'on a une nouvelle technologie qui rentre en scène, il y a toujours ce moment vraiment d'inflation sur tout ce qu'on va pouvoir faire, l'aspect transformatif de cette technologie. Et puis après, il y a un peu le mur de la réalité qui se dit, bon, bah, au final, ça n'a pas accouché de grand-chose. Donc là, on redescend dans la courbe sur ce passage de désillusion. Après, on a tendance à oublier que souvent, ça remonte après et qu'on en voit les applications concrètes qui mettent un petit peu plus de temps à se mettre en place. Ce que je trouve, c'est que sur l'IA générative aujourd'hui, on y reviendra, il y a quand même des cas très concrets qui ont été mis en place dans les organisations et qui ont changé les choses, versus on a pu avoir des sujets avec le big data où on avait une hype qui était très importante et finalement on avait vraiment accouché de rien du tout de transformatif dans les organisations. Et ce qui me fait dire, si tu veux, il faut aussi que les RH se mettent dans un contexte où on a souvent ces cycles de montée technologique qui après montent, on a de la hype, puis après ça retombe, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va dézoomer, plus on va se rendre compte que même si on est dans le creux de la vague à un moment donné, on sera toujours plus haut que la première vague. Donc il y a ce sujet-là qui pour moi est quand même intéressant à avoir en considération quand on parle de l'intelligence artificielle générative dans les RH, parce qu'aujourd'hui on voit concrètement des applications qui se mettent en place dans les organisations. Si je prends la fonction RH, ça peut avoir attrait à faciliter les processus de recrutement, ça peut avoir attrait à faciliter les entretiens de performance pour les collaborateurs et les managers, ça a attrait sur l'aide à monter des référentiels de compétences, puisque les IA génératives sont très bonnes là-dessus, à comprendre le contexte, comprendre l'attention et proposer des suggestions de compétences. Et ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que fait l'IA générative qui ne sont pas nouvelles en termes de besoins. C'est des choses qu'on a toujours rêvé de faire dans la fonction RH, mais faute de technologie, faute de temps, on ne pouvait pas nécessairement les mettre en place. Et là, l'IA générative rend ça possible. Je ne vais pas rentrer là dans le détail technique, on pourra y revenir éventuellement, mais ces usages-là, j'aime bien souvent citer l'usage du chatbot, parce que l'usage du chatbot, pour moi, il est parlant. Un chatbot, c'est encore une fois pas quelque chose qui est nouveau. On a tous connu des chatbots, ça a commencé il y a 10, 15, même des fois un petit peu plus longtemps en termes d'années. C'est des choses qui marchaient pas très bien. Donc on posait des questions, puis on était tout le temps frustré dans l'usage de ces technologies, puisque ça nous ressortait des réponses qui n'avaient rien à voir avec la question. Et aujourd'hui, on voit en fait cette évolution de ces chatbots. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous les éditeurs, tous ceux qui proposent des chatbots, ne veulent surtout plus les appeler chatbots, puisque maintenant, chatbot, c'est connoté comme quelque chose qui ne marche pas. Donc, on les appelle agents, copilotes, comme on veut. C'est la même technologie, hein. On parle à une intelligence artificielle, elle nous répond, sauf que cette fois, ça marche. Et aujourd'hui, la RH est populée avec l'IA générative de use cases très similaires, de choses qu'on a toujours voulu faire, pour certains qu'on a essayé de faire, mais qui ne marchaient pas très bien, et qui maintenant, avec ces technologies, fonctionnent à merveille. Ça soulève quand même du doigt un peu la question de savoir est-ce qu'on n'est pas finalement encore dans une étape où il y a des attentes qui sont, je dirais,
surdimensionné par rapport à l'aspect transformatif que ça va avoir. Il y avait une super étude de Slack qui est sortie au mois de juin, qui en fait illustre, je dirais, le paradoxe potentiellement entre l'enthousiasme que peuvent avoir Mm. les dirigeants et finalement les craintes que peuvent avoir les employés. En substance, on voit qu'il y a 96% des dirigeants qui considèrent que c'est urgent d'utiliser l'IA et 93% des employés qui sont plutôt un peu les pieds devant à dire bon, nous on n'est pas certain que ça puisse vraiment réaliser nos tâches. En fait, ça pose encore une fois la question un peu fondamentale de l'adoption. Pourquoi? Parce que si on a beau avoir la meilleure technologie du monde, si elle n'est pas adoptée in fine, on n'a pas notre retour sur investissement. Adoption égale ROI, si je caricature. D'autant que pour le coup, cette nouvelle technologie, cette nouvelle génération de l'intelligence artificielle, elle a un coût et elle a un coût non neutre. Là, on voit, il y avait une étude de CQEA Capital, qui est un gros fonds de VC, Mm. qui s'est un peu prêté au jeu en disant, bah, on sait qu'à peu près que ce qui coûte très cher, c'est les GPU, donc les puces informatiques sur lesquelles on peut utiliser ces systèmes d'intelligence artificielle. Et ils se sont dit, bon, on va regarder qui achète les GPU et qui vend les services d'IA. Et en fait, ils se sont aperçus que en comparant l'achat de GPU et l'usage réel de l'IA générative, il manquait environ 600 milliards de dollars. Donc il y a quelque part tout ce rationnel économique qu'il va falloir aussi un peu élucider pour vraiment tirer parti de cette technologie et déterminer en fait quelle est je dirais la propension selon laquelle l'IA est une opportunité stratégique pour les RH, mais pour tous les métiers en général. Après, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, je pense aussi pour les RH, c'est que commencer à expérimenter cette technologie pour eux-mêmes, pour leurs processus clés, ça leur permet aussi d'en comprendre quelque part l'aspect transformatif de manière extrêmement prégnante. Et c'est là où quelque part ça réside aussi comme une opportunité potentiellement super intéressante pour les RH, parce que ça va leur permettre aussi de comprendre dans quelle mesure est-ce que cette technologie change les usages, change les compétences, change quelque part un peu les caractéristiques propres du travail pour que eux-mêmes puissent ensuite accompagner les autres entités de leur organisation vers ces transformations-là. Et c'est là où ça fait écho quelque part aussi à d'autres technologies de rupture. Dans la préparation, on avait parlé notamment de la fusion nucléaire. Tu veux nous en dire Ouais. deux mots, Florian? Oui, moi, je t'avais utilisé cet argument pour justifier les investissements, parce qu'effectivement, comme toute technologie qui sont des technologies transformatives, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la technologie incrémentale, il y a forcément un coût d'entrée qui est très élevé. Et je t'avais effectivement cité à l'époque, alors ITER, pour ceux qui connaissent et qui sont passionnés de ces sujets-là. ITER, c'est un réacteur à fusion nucléaire. Donc là, on s'éloigne un petit peu de l'IA, quoique il y a certains acteurs qui mettent en place des réacteurs nucléaires pour faire fonctionner l'IA. La fusion nucléaire, c'est un projet européen qui date du milieu des années 80. Alors, il y a peut-être des puristes dans l'Assemblée qui me diront le contraire, mais il n'y a pas un watt d'énergie électrique qui est sorti de cette recherche-là. Pour autant, on sait très bien que c'est un investissement qui est un investissement potentiellement extraordinairement transformatif avec ces technologies de la fusion nucléaire. Et je pense que le parallèle, on va pas filer la métaphore trop loin, mais le parallèle avec l'IA générative, il existe puisque, encore une fois, il y a une volonté transformative qui est forte avec ces technologies-là. Je trouve ce qui est quand même intéressant avec ces technos, avec l'IA Gen, et je pense que les personnes qui sont là sur ce webinaire ont tous testé ces technologies-là à travers ChatGPT notamment. Il y a une application qui est immédiate. Alors, est-ce que cette application immédiate qui est de voilà, me refaire mon CV ou me corriger un job profile ou un job posting que je veux mettre sur Internet, c'est peut-être effectivement utiliser des ressources extrêmement coûteuses pour pas grand-chose. Pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a derrière ces implémentations pragmatiques. Ces implémentations pragmatiques, elles sont utiles, elles peuvent arriver dans un premier temps. Nous, je le rappelais, Cégide, on est éditeur de logiciels, donc on est particulièrement touché par les opportunités que proposent ces technologies-là, et on les a intégrées rapidement dans nos solutions. Mais on différencie ces incréments qui sont des incréments pragmatiques, je pourrais en citer quelques-uns, des incréments qui sont un petit peu plus long terme.
Sans trop rentrer dans la technique, quand on parle des intelligences artificielles génératives, on entend souvent parler des LLM, des Large Language Models, qui sont les langages qui vous permettent d'interagir avec ChatGPT notamment, et qui vont vous produire du texte, du contenu, ou maintenant de la vidéo, de l'audio. Ce dont on parle un petit peu moins aujourd'hui, c'est de ce qu'on a appelé l'approche agentique et ce qu'on a appelé les LAM, qui sont les Large Action Models. Donc les LAM, qui sont derrière les approches agentiques, permettent non seulement à ces outils-là de vous renvoyer de l'information, mais aussi d'écrire de l'information dans vos systèmes. Et souvent, quand on parle d'approche agentique dans les systèmes d'information, qu'ils soient SIRH ou ERP ou autres, c'est la capacité que vont avoir ces agents à directement interagir avec votre système, donc mener des actions à votre place. Donc on a d'un côté des incréments qui sont des incréments pragmatiques, j'en ai cité quelques-uns, par exemple dans le domaine du recrutement, vous assistez à faire des job descriptions qui sont plus impactantes, avoir la possibilité aussi d'embarquer des choses qu'on n'a pas tendance à faire. Quand on poste des job desks, on a tendance à pas trop réfléchir à est-ce que elles sont SEO compatibles, c'est-à-dire est-ce que le référencement de ces annonces va être impactant, est-ce que je vais pouvoir me différencier de la foule. Ça, les LLM le font très bien, typiquement, pour écrire des job descriptions qui sont un peu plus impactantes. Nous, on a mis en place aussi, avec de manière pragmatique, l'intégration dans les entretiens de performance, par exemple. L'entretien de performance dans la vie d'un manager ou d'un collaborateur, c'est jamais un exercice qui est très agréable. Ça prend du temps, et souvent, c'est un peu quelque chose qu'on doit faire, mais on ne le considère pas comme une action vraiment très positive. Là, typiquement, l'intégration de l'IA permet d'outrepasser cette problématique de la page blanche, encore une fois. Je vais pouvoir me mettre le pied à l'étrier, je vais pouvoir interagir même avec mon logiciel, parler à la voix avec mon logiciel, activer un micro, partager un peu ce que j'ai réalisé dans l'année, et le LLM va comprendre ça et va retranscrire ça dans un formulaire de performance et va vous proposer des actions, par exemple, traduire le texte dans une autre langue si votre manager n'a pas la même langue que vous, ou synthétiser les choses plus rapidement. Donc on vient rendre cet exercice beaucoup plus ludique. Donc ça, c'est des incréments vraiment où la technologie, on a toujours voulu faire ces choses-là, et là, ces technologies d'IA générative nous permettent de le faire. Par contre, si je pars dans une approche qui est un petit peu plus disruptive avec ces technologies, c'est la mise en place du coup des agents, donc l'approche agentique, qui eux vont pouvoir de manière autonome interagir avec vos systèmes. Là, je peux vous prendre un exemple, c'est notamment dans l'analytics et la BI. Plutôt que d'avoir du reporting analytique, avoir des dashboards sur la répartition femmes-hommes, la répartition des cadres dans votre entreprise, vous aurez la possibilité directement de poser les questions à votre système pour qu'il aille chercher cette information. Je parlais des entretiens de performance tout à l'heure. Les entretiens de performance, en tant que RH dans l'assemblée ou en tant que manager dans l'assemblée, vous savez qu'il faut toujours courir derrière tout le monde pour que ces formulaires soient complétés. De la même manière, un agent, vous pouvez lui poser la question et dire qui n'a pas renseigné ces informations-là, est-ce que tu peux directement relancer ces personnes-là via email, par exemple. Donc là, l'agent va avoir en fait une chaîne d'actions qu'il va pouvoir réaliser en relative autonomie. Et ça, l'impact transformatif, il est quand même beaucoup plus fort. Il n'est pas loin, très honnêtement. Ça, c'est des choses qui sont déjà en test et qui sont déjà en train d'être mis en place, mais qui nous posent aujourd'hui beaucoup plus de questions sur l'organisation des équipes, l'organisation de la fonction RH. Et c'est là où des fois on touche un petit peu à si ces technologies-là, elles font ça à ma place, moi, qu'est-ce qui me reste à faire derrière, quoi. Ouais, c'est marrant parce que finalement, cette notion d'agent, ces approches agentiques, parfois ça me paraît trop beau pour être vrai. En fait, ça me rappelle un peu l'approche un peu dogmatique qu'on a vis-à-vis de l'IA. Comme tu disais, il y a quelques années, on avait un autre dogme, c'était la fameuse intelligence augmentée. On se disait, c'est super, on va mettre de l'intelligence humaine, de l'intelligence artificielle, et on va avoir une super intelligence augmentée. Et en fait, je me pose un peu la même question, si tu veux, vis-à-vis des agents, un peu au prisme, je dirais, de mes expériences passées, parce qu'en fait, ce mythe, quelque part, de l'intelligence augmentée, on y a été confronté, et en fait, on l'a étudié de manière très proche, très concrète.
on a regardé concrètement ce que faisait l'humain avec la machine et on a regardé ce que faisait l'humain sans la machine et qu'est-ce que ça donnait si on laissait la machine automatiser certaines décisions. Et en fait, on a vu que c'était quand même nettement plus compliqué que ce qu'on pensait, parce qu'en fait, il y a une zone où l'humain et la machine ensemble, ils sont effectivement meilleurs, mais il y a plein de cas où en fait l'humain il n'a pas besoin de la machine. Tu vois, quand je reprends certains aspects, notamment sur les performance review, il y a certains cas où en fait, euh, potentiellement les plus complexes, où en fait on a besoin de tirer un peu tout le meilleur parti de l'intelligence humaine. Nous, ce qu'on a vu, c'était qu'en fait, quand l'IA est quelque part dans un espace d'incertitude assez fort, en fait, l'humain est meilleur que la machine. Pourquoi? Parce que nous, on a une capacité, si tu veux, à changer notre processus de décision. Quand on a un doute, on va aller chercher d'autres informations contextuelles qui sont hors du giron du système d'information ou de l'informatique. Tu vois, dans la fraude, ce qui nous permet d'être meilleur que la machine, c'est d'appeler le client et de comprendre le Tout à ton de la fait. voix. Et finalement, dans l'interaction, notamment dans la performance review, il y a peut-être plein d'informations qui relèvent en fait de l'informel. Euh, Par exemple, tu vois, on a beaucoup parlé de faire des résumés de réunions, des résumés d'interactions entre humains, etc. Mais ça sous-estime en fait toute une partie de la valeur de notre intelligence, etc., qui est en fait dans l'informel, qui est, tu vois, à la machine à café, qui est dans toutes ces choses qui ne sont pas enregistrées. Ma crainte quelque part aussi, c'est que le jour où on enregistre, entre guillemets, où on analyse systématiquement ce type d'interaction, on perd finalement cet aspect informel qui fait une partie quelque part déterminante de notre travail. Et en fait, on s'est aperçu aussi que cette collaboration entre l'humain et la machine, en fait, elle est extrêmement impactée par la manière dont on conçoit un outil. Toi, tu es directeur du product management, donc tu vois clairement ce que ça peut induire. Mais on l'a vu en fait dans des proportions qui sont absolument exceptionnelles. On a vu que si on présentait juste la bonne information au bon moment, de la bonne manière, on pouvait augmenter le niveau de performance décisionnelle des collaborateurs de plus de 50%. C'est quelque part je dirais un équilibre à trouver un peu sur le fil du rasoir entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Ce qui montre qu'en fait, que ce soit pour l'IA traditionnelle, que ce soit pour les systèmes experts, que ce soit aujourd'hui pour l'IA générative, il y a une attention en fait toute particulière à apporter à la manière dont on va orchestrer cette collaboration entre l'humain et la machine. Et une des questions qui se pose, c'est qui va le faire? Est-ce que c'est les métiers qui vont savoir le faire tout seuls ou est-ce que finalement, dès lors qu'il s'agit d'améliorer les performances des collaborateurs, dès lors qu'il s'agit de maintenir l'esprit critique des collaborateurs, dès qu'il s'agit de maintenir la créativité des collaborateurs, est-ce que la RH n'a finalement pas un rôle à jouer particulier au-delà d'utiliser de l'intelligence artificielle dans ces processus clés? Et là, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on voit qu'on est sur un chemin de crête aussi, sur la fonction RH. Et des fois, on dit des choses et on se rend compte qu'en fait, elles sont pas forcément vraies, ou on a des études qui viennent nous contredire. Tu vois, tu disais sur le sujet, j'aime beaucoup ton exemple, on en avait déjà parlé sur l'enregistrement des réunions. Je pense qu'on l'a tous fait pour ceux qui ont enregistré une réunion. Le premier réflexe, c'est bon, bah maintenant que c'est enregistré, je me tiens à carreau, quoi. Donc je vais forcément rater quelques signaux faibles dans cet échange. Ce qui est marrant aussi, alors, sans rentrer dans la caricature, des fois quand on parle des intelligences artificielles, des intelligences artificielles génératives, on a un peu ce côté, ah bah oui, ça va vraiment uniformiser tout, ça va rendre tout le monde de la même manière, on va avoir les mêmes raisonnements. Je pense que sur certains cas, c'est vrai. Et puis on voit des exemples où, à l'inverse, ça l'est pas du tout. Je crois qu'il y a un exemple qui est un petit peu connu, qui est en dehors des RH, hein, mais qui est dans le domaine de la médecine. On se dit, bah oui, les IA, elles sont beaucoup plus performantes finalement que les médecins pour réaliser des diagnostics. Et j'aime bien ce que tu disais sur le duo humain AI, puisque là, dans cette étude, il disait, bah en fait, l'IA est plus performante que le médecin. Et le médecin est plus performant que le médecin avec l'IA. Donc il y avait aussi ces cas de figure où même les duos sont pas forcément souhaitables. Et ce que cette étude ressortait aussi, c'est que niveau empathique perçu avec des tests en double aveugle avec les patients trouvaient que l'IA était limite plus empathique que les médecins dans la manière dont elles interagissaient avec eux. Par contre, ce que tu dis, moi, me soulève la question. Alors, on a parlé, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, de l'AGI, c'est Artificial General Intelligence. Donc le fait de dire on a une IA qui nous surpasse globalement sur tous les sujets ou sur toutes les thématiques.
bon, ma pensée là-dessus, c'est que ça, on n'est pas prêt de le voir sur du très court terme. Par contre, ce qu'on voit déjà aujourd'hui sur des courts termes, ce qu'on appelle les narrow AI, donc les IA très verticalisées, si vous voulez, qui, elles, sur des sujets très précis, sont plus compétentes que n'importe quel humain, que n'importe quel expert. Et ça, encore une fois, c'est pas nouveau. Tu as travaillé chez IBM, quand IBM a battu Kasparov aux échecs, c'était justement une narrow AI qui n'était pas de l'IA générative, mais on a atteint ce point pivot où maintenant c'est terminé. Un humain ne sera jamais meilleur qu'une intelligence artificielle aux échecs, c'est plus possible. Par contre, la tâche, elle est vraiment très simple. Donc, vous demandez à cette IA de vous faire une liste de courses, elle sera complètement incapable de le faire. Donc je pense que ce qui est important dans la fonction RH, et ce que je disais tout à l'heure, je crois vraiment profondément, c'est que le sujet de l'IA touche bien au-delà de la fonction RH pour l'entreprise. Elle a un aspect vraiment transformatif sur la gestion des métiers, de la workforce, et ça permet justement de positionner aussi la RH sur un rôle très très stratégique sur la transformation des métiers. Donc à la question que tu posais de est-ce que c'est les métiers qui vont se saisir de la transformation qu'entraîne l'IA justement dans leur périmètre, je pense que oui, dans certains cas, mais si c'est pas le cas, la RH doit être là pour le soutenir. Elle doit être là pour soutenir non pas l'évolution dans l'expertise métier, mais soutenir l'évolution des mentalités quant à l'adoption de ces technologies-là. Et ne pas être techno-BA, bien évidemment, de dire en gros, qu'est-ce que ces IA peuvent faire, ne peuvent pas faire. Ça, c'est le métier qui en donnera la réponse. Par contre, je pense que c'est la RH qui insufflera cette volonté de tester et de faire évoluer. Et donc aussi à la RH de comprendre de manière plus précise et granulaire les enjeux des métiers face à ces évolutions technologiques. Ah bah, c'est marrant cet exemple avec Kasparov parce que il y a une série là, qui est sortie sur Arte qui s'appelle Ouais, Rematch. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle illustre bien en fait à la fois les capacités exceptionnelles de l'intelligence artificielle et quelque part l'avenir un peu systématique de l'humain. Parce que ce qu'on voit, c'est que la machine, elle a surtout parié entre guillemets sur l'erreur humaine. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que mécaniquement, en termes d'intelligence à proprement parler, c'est-à-dire une capacité d'adaptation, et ben, l'humain est finalement meilleur parce qu'on sait justement switcher de faire des échecs à faire une liste de courses. Et en fait, on en revient quelque part à ce qui détermine les décisions qui vont rester systématiquement quelque part dans le giron de l'humain. La conviction que j'ai quelque part à la lumière de toutes nos expériences un peu empiriques, c'est qu'il y a toujours une place pour l'humain. Tant qu'il y aura de l'incertitude dans le monde, il y aura de la place pour de l'intelligence humaine. Et quelque part, là où il y a une opportunité vraiment spécifique des DRH vis-à-vis des métiers, c'est d'aider les métiers à précisément déterminer cette zone où l'humain sera systématiquement meilleur que la machine. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette approche-là, elle est dans toutes les parties, dans toutes les constituantes de ce qu'est le travail. C'est vrai à la maille décisionnelle, c'est vrai à la maille tâche, c'est vrai dans les processus, c'est vrai dans les métiers, etc., etc. La question qu'il pose ensuite, c'est de déterminer, mais quelles sont les compétences caractéristiques des décisions qui doivent rester l'apanage de l'humain, des décisions qui vont devoir faire l'objet d'une collaboration entre l'humain et la machine. Et en fait, on commence à tirer plein de sujets qui sont vraiment très proches de ce que sont la quintessence des ressources humaines. C'est nous, ce qu'on voit, c'est que les tâches qui restent quelque part systématiquement à l'humain, c'est des tâches qui sont difficiles, qui sont chronophages et qui finalement nécessitent beaucoup d'expertise. Dans nos discussions préparatoires, je dirais, on s'est posé la question, mais quelle place est-ce que ça laisse finalement aussi pour les juniors? Parce que finalement, eux, ouais. ils n'ont pas toute cette expertise, donc ils n'ont pas tout ce temps, etc. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même une opportunité un peu particulière pour les RH d'accompagner finalement cette transition vers un monde avec davantage d'IA, avec davantage d'IA générative. Ouais, d'en mesurer l'impact, qui soit positif, je vais pas dire négatif, mais qui soit positif ou transformatif. Euh, bon, après, je module quand même quelque chose qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé sur un sujet il y a quelques mois lié au temps. C'est un sujet très profond et très philosophique. Et du coup, je m'étais un peu renseigné sur le sujet du temps dans les organisations. Et donc, j'avais étudié
des auteurs connus, voilà, Keynes, Rifkin, Russell, et j'étais remonté comme ça très très haut dans le temps pour étudier tous ces penseurs qui nous disaient non mais de toutes les façons avec l'avènement technologique, rassurez-vous ou inquiétez-vous, on ne travaillera plus que alors ça dépendait de certains, hein, 20 heures, 12 heures, 10 heures. Certains disaient qu'on ne travaillerait plus du tout avec ces technologies. Et j'étais remonté comme ça, je crois, jusqu'au XVIIIe siècle, où il y avait des penseurs qui nous disaient non, mais vous inquiétez pas, dans 10-20 ans, on travaillera de toutes les façons 10 heures par semaine, puisque la technologie aura tout automatisé. Donc, je suis un peu du coup sceptique maintenant quand on me dit que les IA génératives maintenant vont de toutes les façons tout automatiser et tout remplacer. Je pense que chacun regarde son agenda aujourd'hui et il se dit bon bah de toutes les façons là j'ai de quoi faire même si la moitié est automatisée. Par contre, ce que tu dis c'est très vrai, c'est que ces narrow AI vont forcément remplacer des tâches qui jusqu'à maintenant étaient plutôt destinées à des juniors. J'ai pris un exemple il y a 2-3 jours de ça, j'en parlais sur les référentiels de compétences. Il y a quelques DRH dans l'Assemblée, on a pour certains commencé notre carrière en stage à renseigner des référentiels de compétences, à renseigner des fiches emploi, à maintenir des fiches emploi, pour se dire, bon, bah attendez, voilà, le marketing ou la communication, le chargé de communication, voilà ses compétences, voilà le niveau attendu, voilà les choses dont il a besoin en fonction de son niveau dans mon organisation. Bon, c'était un travail fastidieux, mais qui était un travail formateur pour des juniors, pour comprendre un peu les enjeux de la compétence de la GPEC, de la GEPP dans les organisations. Bon, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça, des IA, des narrow AI le font beaucoup mieux. On a mis en place des systèmes justement dans nos outils de gestion des skills qui nous permettent d'établir ces référentiels de compétences qui, bon, bah, jusqu'à maintenant dans les organisations étaient gérés par des profils plus juniors. Donc, soit c'est des choses dont on s'inquiète, soit aussi c'est des choses dont on en saisit une opportunité. C'est-à-dire que du coup, ça nous fait un peu repenser la manière d'onboarder des juniors dans notre organisation et dans la relation aussi avec les managers, les juniors, les seniors, les juniors. Et là, je reviens un petit peu sur l'aspect transformatif général de ces technologies au-delà de la fonction RH, c'est que ça, c'est un vrai enjeu de société au global. Hein. On le voit, c'est encore plus vrai en Europe. Certains pays européens ne sont même plus à des taux de reconversion de population. Donc, on va avoir une population, en tout cas une courbe des âges, qui va de plus en plus ressembler à un entonnoir plutôt qu'un champignon. Et donc, du coup, il va y avoir la question de comment on onboard ces juniors-là. Et finalement, le fait que l'IA automatise un certain nombre de choses simples, est-ce que c'est pas finalement une bonne chose au regard de cette évolution démographique? Donc il y a vraiment des questions qui sont des questions de fond à se poser aujourd'hui dans la fonction RH avec ces technologies. C'est marrant parce que tu vois, parfois le diable un peu se cache dans le détail, si tu veux. Ça fait longtemps, si tu veux, qu'on se dit, ouais, on va automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, il va nous rester que des tâches à forte valeur ajoutée. En fait, déjà, ce qu'on a vu, c'est que quand on collabore avec la machine, il y a un très bon papier d'Harvard Business Review avec des consultants du Boston Consulting Group où en fait, ils ont comparé des consultants avec ChatGPT, des consultants sans ChatGPT. Alors, ils sont aperçus qu'effectivement, déjà, ça dépendait de la tâche. Pour les tâches créatives, c'était très bien d'avoir ChatGPT. Pour les tâches un peu plus complexes de résolution de problèmes et de raisonnement, c'était nettement moins bien. Mais ce dont ils sont aperçus, c'est qu'au-delà de l'accroissement de la performance individuelle quand on avait la technologie, ça réduisait en fait de manière extrêmement considérable la diversité des idées qui étaient produites au niveau collectif. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a des changements dans la manière dont l'intelligence artificielle structure la pensée, etc., qui nécessitent de changer les pratiques de travail. C'est-à-dire que potentiellement, plus on utilise de l'IA au quotidien, plus on a intérêt aussi de réinstaurer des pratiques d'intelligence collective. C'est-à-dire que là où il y a toute une partie des décisions que j'ai automatisées, toute une partie des décisions pour lesquelles je vais plus vite grâce à l'usage de la technologie, est-ce qu'il ne faut pas que je réinvestisse un peu de ce fameux temps auquel tu faisais référence un peu plus tôt pour reprendre du temps à collaborer entre humains, à réintroduire de la diversité, à réintroduire quelque part de cette intelligence humaine qui nous caractérise et qui nous différencie par rapport à l'usage de la machine. Et une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à réutiliser ce temps qu'on libère
pour former les juniors. Parce que finalement, c'est quelque part en apprenant sur des cas simples et des cas compliqués qu'on sait faire la différence, etc. Entre un cas simple et un cas compliqué, c'est comme ça qu'on monte en compétence. Donc il y a quelque part, à mesure que l'IA alterne nos processus, il va falloir qu'on en crée des nouveaux pour pallier quelque part à certains effets indésirables de l'usage de la technologie dans le monde du travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on est dans un moment où c'est maintenant quelque part qu'il faut pouvoir mesurer ces impacts-là. Et ce qu'on voit, c'est que au-delà de l'aspect très quantitatif, de l'évolution des performances, etc., il y a tout un champ des sciences sociales qui nous donne quelques lumières sur ce qui est effectivement automatisable. Tu donnais tout à l'heure l'exemple du diagnostic dans la médecine. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, la machine peut être nettement meilleure que l'humain. Mais il y a un autre problème, il y a un autre frein à l'adoption, qui est que le médecin, il n'a pas du tout envie de céder le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a une valeur quelque part identitaire dans le métier du médecin. C'est-à-dire que euh, globalement, le diagnostic relève un peu du prestige de la fonction du médecin. Et donc, quelque part, si on veut vraiment accompagner les métiers dans la manière dont ils vont transformer leurs pratiques, il faut prendre cette dimension pour s'assurer qu'on n'est pas sur un champ quelque part non automatisable. Là, je donne l'exemple du médecin, etc. Je crois que tu as coupé quelques secondes, Grégoire, mais là, on t'entend. Ok, super. Je disais, par exemple, les traders, on sait que globalement, il y a aussi certaines tâches sur lesquelles la machine potentiellement pourrait être meilleure qu'eux, mais que globalement, on a nécessité qu'on les préserve, etc. Et c'est à ce titre-là, finalement, que les RH doivent accompagner ces métiers pour les aider quelque part à faire émerger le champ de l'automatisable et la manière dont ils vont devoir collaborer entre l'humain et la machine. Et après, il y a une question quelque part un peu plus, je dirais, prospective, mais qui est de se dire, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets d'intelligence artificielle, on a beaucoup de feuilles de route d'intelligence artificielle, et la question se pose mais avec quelles ressources on va effectivement délivrer toutes ces solutions d'intelligence artificielle. Il y a une étude de McKinsey qui disait que dans les profils directement adjacents à l'usage de l'IA générative, il n'y avait que 2%. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises vont devoir se battre pour recruter ces 2% à prix d'or, ou est-ce qu'il va falloir trouver des alternatives? C'est-à-dire, comment est-ce que je tire parti des ressources et des compétences que j'ai déjà pour amener mon organisation vers une workforce qui soit finalement plus adaptée à l'usage de l'IA générative et à la construction de ces outils d'IA générative. C'est en ça aussi que ça constitue une opportunité pour les DRH. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, moi, ça fait écho à quelque chose que j'ai vu récemment qui parle de la robustesse de nos organisations. Au-delà de parler de performance, il y a la performance, mais qui est liée aussi à la robustesse de ces organisations. Et ce qui est marrant, c'est que ces études, elles viennent du monde de la biologie. C'est un biologiste, Olivier Hamon, qui a parlé de ça. Parce que quand on étudie en biologie certains corps, s'il faut regarder une plante, par exemple, ça a l'air d'être effectivement très homogène, très parfait dans la manière dont c'est créé. Les feuilles se ressemblent, voire elles sont quasiment identiques. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, quand on regarde d'un point de vue cellulaire, c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose de beaucoup plus anarchique, de beaucoup plus complexe. Les choses se ressemblent pas du tout, mais pour autant, ça crée ce tout qui est un tout performant et harmonieux. Et je pense que ce lien avec la robustesse de l'organisation, elle est importante, puisque tu le disais, il y a toujours ce risque avec ces technologies de rentrer dans quelque chose qui est très uniformisant. C'est-à-dire, on va toujours faire la même chose, on va être moins créatif, puisque l'output va être toujours le même. Et du coup, pour moi, le rôle de la RH, il est aussi de contrer ça dans les profils qu'on va recruter dans l'organisation, mais qu'on va aussi développer dans l'organisation, puisque une chose qui est sûre, c'est que les carcans qu'on a aujourd'hui sur le développement des collaborateurs, il est nul et non avenu. On a parlé pendant des années de dire, la durée de vie sur un poste, c'était entre 3 et 5 ans, puisque voilà, les premières années, on apprend, les 2 troisièmes années,
on se spécialise, puis après on devient expert, puis après on s'ennuie, donc il faut faire évoluer les personnes selon ce cycle d'évolution dans l'organisation. Ça, c'est quand même de moins en moins vrai, c'est-à-dire que la montée en compétences, ce qui ne sont pas des concepts forcément nouveaux, hein, mais apprendre tout au long de la vie va être de plus en plus important pour avoir cette transversalité des compétences. Et on parlait des juniors justement récemment, où on a toujours eu tendance à avoir des juniors qui étaient très verticalisés dans leur expertise, plutôt leur apprendre à se développer sur un spectre beaucoup plus horizontal de compétences, c'est ce qui va amener à créer ces organisations qui sont plus robustes. Ouais, et puis ce qui est marrant quand on parle d'organisation, c'est que l'IA à la fois, ça ouvre la porte à un besoin manifeste des métiers pour arriver à produire toutes ces solutions d'intelligence artificielle, mais ça peut aussi quelque part être un aspect attrayant, un outil d'influence quelque part. Il y a une question un peu transcendante qui est de se dire si on veut effectivement retenir les talents en matière d'IA, si on veut les attirer, si on veut amener finalement quelque part une sorte d'attractivité dans la manière dont on recrute et dont on retient nos collaborateurs, l'IA quelque part a un rôle à jouer. Dans le sens où ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir pouvoir trouver un modèle aussi RH en termes de comment est-ce que finalement on appréhende cette transformation de l'IA et comment est-ce qu'on accompagne aussi les collaborateurs au sens large dans cette transition. J'ai eu quelques échanges avec des clients, notamment côté RH, qui me disaient, mais en fait, nous, on va vouloir faire des gains de productivité comme tout le monde. On veut quelque part cet aspect transformatif, mais on veut globalement que nos collaborateurs restent dans l'entreprise et trouvent quelque part un chemin qui soit compatible avec cet avenir où il y aura de l'intelligence artificielle, entre guillemets, du sol au plafond. Et ça implique quelque part aussi de trouver un modèle qui va au-delà de l'aspect, je dirais, très rémunérateur du travail et de comment est-ce qu'on se projette dans un monde où notre travail est potentiellement différent et potentiellement moins chronophage quelque part. C'est un peu la question qu'on se posait tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps et surtout de comment est-ce que finalement on va créer un modèle du travail où on sait bien se répartir quelque part les gains que va générer cet usage d'intelligence artificielle. Et c'est à ce titre-là où il faut pouvoir compter sur les DRH pour apporter des réponses concrètes à comment est-ce qu'on traite cette dimension humaine et ensuite comment est-ce qu'on la finance. Et je pense qu'il y a un enjeu, je vois le temps qui tourne et on savait pertinemment qu'on n'allait pas réussir à tenir le timing. Mais un point, moi, qui me paraît aussi important à soulever ici sur le rôle finalement et le repositionnement stratégique de la fonction RH, c'est posez-vous la question de la compétitivité. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir des schémas où des collaborateurs ne voudront plus venir travailler pour certaines organisations si ces organisations n'ont pas adopté justement l'intelligence artificielle. Nous, on est dans un univers éditeur, donc c'est quelque chose dont je peux témoigner. Hein. On a vu, alors, dans la RH c'est vrai, dans la comptabilité c'est aussi vrai, des collaborateurs qui ont des profils pénuriques au passage, donc qui ont des compétences qui sont rares, viennent choisir des organisations en leur posant la question, vous travaillez avec quel système ? Ah, vous travaillez avec ce système-là, ah bah, ça ne m'intéresse pas de travailler avec vous. Donc on va avoir de plus en plus aussi, avec l'adoption de l'IA, je pense, les mêmes mécanismes de collaborateurs, de talents qui ne resteront pas dans vos organisations ou qui ne viendront pas dans votre organisation puisque vous n'aurez pas fait cette transformation, cette mue technologique. Et un point, moi, en conclusion, qui me paraît important, qui est l'approche systémique en RH. Je l'ai dit, ces technologies-là, elles vont tout de même automatiser beaucoup de choses. Elles vont nous apporter un gain de temps qui est important. Et je pense que ces technologies-là vont rapprocher la fonction RH des métiers. On a parlé de l'importance justement que les métiers avaient à se transformer eux-mêmes, mais là où la fonction RH doit être un fluidifiant sur la volonté de ces métiers de se transformer eux-mêmes. Donc mieux comprendre aussi les enjeux de ces métiers-là, à un point de vue vraiment très opérationnel sur le métier, et avoir justement ce vernis technique, technologique, transformatif pour expliquer à ces métiers-là et accompagner les sponsors dans ces métiers-là de se transformer. Et je pense que là, la RH a un rôle vraiment fondamental de fluidifiant en se rapprochant plus précisément des problématiques des métiers. Et une phrase que j'aimais bien, c'est qu'il faut
fall in love with the problem, donc tomber amoureux des problèmes de son organisation pour justement Ouais. voir comment ils peuvent être résolus, que ça soit avec l'IA ou non d'ailleurs. Ouais, ce qui est marrant, c'est que si on veut résumer notre propos des 45 minutes, finalement, cette opportunité stratégique que représente l'IA pour les RH, c'est utiliser l'IA pour soi et globalement aider l'organisation à remplir quelque part toutes les cases dans les aspects réglementaires, dans l'usage de l'IA d'un point de vue opérationnel dans les processus clés RH, mais qu'il y a un rôle nettement plus stratégique qui consiste à accompagner les métiers maintenant dans l'évolution du travail, dans l'adoption de la technologie, dans l'accompagnement des montées en compétences, etc. Et ensuite, un rôle quelque part un peu plus prospectif et stratégique qui consiste globalement à se dire, OK, comment est-ce que je vais me différencier sur la partie ressources humaines au niveau stratégique pour attirer finalement les profils adjacents à l'IA et accompagner tous mes collaborateurs dans un futur où l'IA finalement se sera émancipée dans l'organisation. Bon, on est finalement d'accord sur pas mal de points. Je crois qu'on arrive, on arrive au bout de l'échange et si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'autres webinaires et beaucoup d'autres sessions qui vont s'enchaîner dans la journée. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence et puis merci à toi, Grégoire, pour cet échange toujours Voilà. aussi passionnant. Et donc, pour ceux qui ont peut-être loupé le début, il y aura donc un replay qui va venir dans les prochains jours pour, euh, pour se remémorer nos échanges. Merci à tous, merci à toi, Merci Grégoire. À Florian. très bientôt.